à toutes et à tous, c'est Judith. Aujourd'hui, je viens vous faire une critique à chaud du film 65, La Terre d'avant, une aventure de science-fiction dans laquelle Adam Driver incarne un pilote de vaisseau spatial qui s'écrase sur une planète hostile. Mais avant... Vous aimez Hit avec De Niro et Al Pacino? C'est normal, c'est un chef-d'œuvre et l'un des plus grands films de braquage de l'histoire qu'on doit au grand Michael Mann. Et justement, le réalisateur en a écrit la suite, mais en roman, avec l'aide de l'écrivain Meg Gardiner. Ça s'appelle sobrement Hit 2, ça sort en version française chez HarperCollins à partir du 15 mars, et on est très content d'en être partenaire. Ce qui a fait de Hit un film si particulier, c'est son niveau de détail maladif dans le rendu de son atmosphère et dans l'écriture de ses personnages. Michael Mann leur avait tous inventé un passé complet et c'est ce qui l'a poussé à explorer de nouveau cet univers. Hit 2 commence donc juste après les événements du film et suit Chris Shiherlis, le personnage qu'incarnait Val Kilmer dans sa tentative de fuite des États-Unis. À partir de là, le livre a pour postulat d'alterner les époques afin de redéfinir ses anti-héros, notamment dans leur préparation d'un braquage complexe dans les années 80. Hit 2 joue dès lors avec une certaine idée de la dualité et du contraste, et c'est d'autant plus beau ici que Michael Mann y déploie toutes les obsessions qu'il a approfondies sur ses films suivants, comme Miami Vice. D'un côté, il y a tout le romantisme qui fascine l'auteur dans la peinture de ses gangsters, et de l'autre, la fin mélancolique d'une époque face à un crime organisé qui se mondialise. Et tout ça se ressent dans l'écriture qui s'attarde avec moult détails sur les sensations de personnages en permanence sur le qui-vive, confrontés aux démons de leur passé et qui essaient de s'imposer sur leur environnement. On retrouve l'aspect électrique et hypnotique du Los Angeles dans les descriptions de l'écrivain, mais Hit 2 est même plus généralement un livre passionnant sur les décors qu'il investit, qu'il s'agisse du Mexique ou d'une ville du crime en plein Paraguay. Il y a bien quelque chose de cinématographique dans ce nouveau jeu des gendarmes face aux voleurs, et Michael Mann y déclare une nouvelle fois tout son amour pour des personnages obsessionnels et bouleversants, emportés dans un polar que je trouve particulièrement bien rythmé. Si vous êtes fan de Hit ou de Michael Mann, vous auriez tort de vous priver de cette nouvelle virée au milieu des néons et de la synthwave. Hit 2 sort le 15 mars en français chez HarperCollins. Et donc comme le titre du film l'indique, cette planète hostile sur laquelle Adam Driver s'écrase, c'est notre bonne vieille Terre. Mais la Terre à l'heure des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Et si vous savez à peu près ce qui s'est passé par chez nous il y a 65 millions d'années, vous pouvez déjà avoir une idée assez claire d'où le film va aller. Bref, ce fameux pilote est, le croit-il, seul survivant du crash et n'a plus d'espoir de rentrer chez lui, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'une jeune passagère a survécu elle aussi. Et pour la protéger, il va désormais tout tenter et même affronter ses propres démons. Le film est écrit et réalisé par le duo Scott Beck et Brian Woods, qui avaient, entre autres, écrit le scénario du premier Sans un bruit. Et un peu comme dans Sans un bruit, le concept de 65 possède un formidable potentiel. Ce type qui s'écrase sur cette planète, au départ, on pense que c'est un terrien comme vous et moi, et qui vient du futur. Alors que pas du tout, c'est un humain qui ne connaît pas la Terre, et, qui plus est, pilote déjà un vaisseau spatial à une époque où nous sommes très très loin de naître. Bon, et alors c'est pas tout pour ce concept d'enfer, parce que suite au crash s'ensuivent des combats avec des dinosaures bien sûr, et la course contre la montre pour sauver ses miches du fameux astéroïde. Vous savez, celui dont on dit traditionnellement qu'il a causé l'extinction des dinosaures. En tout cas, jusqu'à ce qu'une piqûre de moustique change tout et qu'un vieux richou décide de construire un parc, mais ça c'est une autre histoire. Bref, un concept en or pour écrire un film de science-fiction mésozoïque aux images incroyables. Mais c'est là que les problèmes commencent, parce que 65 n'arrive malheureusement pas à la cheville de son propre concept, et ce pour plusieurs raisons. Le plus évident déjà, un scénario très paresseux qui, au-delà de son postulat de départ, se contente d'enchaîner des petites scènes d'action de remplissage au fur et à mesure des dinosaures rencontrés, qui sont d'ailleurs tous des carnivores. Parmi ces séquences, celle où Adam Driver se fait casser le bras ou déboîter l'épaule, on sait pas trop, mais tape dessus jusqu'à ce qu'il soit de nouveau capable d'utiliser son flingue. Elle est assez représentative de l'à peu près général du film. L'autre gros problème, selon moi, du scénario, c'est de se reposer sur la dynamique ultra rabâchée d'un héros qui a perdu sa fille et qui, du coup, se dépasse pour protéger une nouvelle gamine et ainsi se pardonner à lui-même. C'est un thème valable en soi, bien sûr, mais il a été tellement usé jusqu'à la corde que la moindre des choses, maintenant, ce serait de l'exploiter avec un peu d'originalité ou de subtilité. Alors que là, ziva qu'on abuse des flashbacks et des parallèles bien lourdingues pour nous faire comprendre que cette petite fille, pour lui, c'est comme sa nouvelle progéniture. Et pour vous dire, il y a même une ressucée toute maladroite de la scène d'Interstellar avec les vidéos de la fille laissée derrière qui envoie des messages à son papounet pour lui demander quand est-ce qu'il revient et que l'on comprend au fur et à mesure des messages qu'il n'est pas revenu à temps. Mais dans cet hommage au film de Nolan, la séquence ne peut pas du tout véhiculer la même charge émotionnelle, déjà parce qu'elle arrive au début du film, parce que Adam Driver connaît déjà le contenu des vidéos et qu'elles sont regardées par une petite fille qui ne parle pas la même langue et ne comprend donc pas ce qu'elle regarde.
D'ailleurs, bien pratique aussi le coup du deuxième personnage qui ne parle pas la même langue. Comme ça, cette gamine, elle est quasiment muette de tout le film, elle fait pas chier, elle obéit, et elle est bien sage et bien lisse, sans qu'on s'embête à développer son personnage sous prétexte qu'elle ne peut pas communiquer. Pourtant, ça n'empêche pas le personnage d'Adam Driver de lui répéter des tas de choses en anglais, comme si le fait de lui dire en boucle allait lui faire apprendre la langue. Bon, ça c'est pour les faiblesses de scénario, qui finissent par endommager petit à petit les excellentes idées de départ, mais pour ce qui est de l'esthétique, ça pêche pas mal aussi. Au lieu de nous faire découvrir la Terre de l'époque avec une mise en scène ample, une utilisation cohérente des paysages et des troupeaux de dinos dans tous les sens, ici, les dinos en question n'apparaissent sporadiquement que si c'est pour fighter les héros. Beaucoup de scènes sentent le studio à plein nez, tant leur décor ressemble à une attraction de parc à thème, et la mise en scène manque terriblement d'ampleur pour nous faire ressentir toute l'étendue de ce monde inconnu. Et puis les dinosaures quoi. Très largement inspirés de ceux de Jurassic Park, ils essaient encore moins de s'approcher d'une vérité scientifique et finissent presque par ressembler à des créatures fantastiques. Pourquoi pas, hein, mais comme on nous a quand même vendu des dinosaures, c'est dommage de se retrouver avec des animaux plus crétins que crétacés. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, le tyrannosaure ne ressemblait pas du tout à ce qu'on voit dans le film de Spielberg. Alors pourquoi ne pas s'inspirer de nouvelles études pour inventer un nouveau type d'ennemi? Mais non, à la place on a un T-Rex Spielbergien qu'on croirait pimpé par un enfant de 5 ans. En revanche, il faut reconnaître que les meilleurs plans du film, et dont certains représentent de vraies bonnes idées de mise en scène, interviennent lors de l'apparition de différents dinosaures, et notamment du super prédateur. Ceux-ci sont assez jouissifs, même si leur effet ne dure pas à cause des autres défauts. Je pense notamment à la séquence de la cascade, et vous saurez de quoi je parle si vous allez voir le film, mais pas que. Plein de jolies tentatives de surprendre avec l'apparition des bestioles émaillent le film, et c'est tant mieux. On sent un véritable désir de frapper le spectateur par l'image dans ces moments, et c'est pas désagréable, on juge pas les kinks. Au milieu de tout ça, malheureusement, des problèmes de cohérence, trop de niaiseries, trop de prévisibilité, et surtout beaucoup d'occasions manquées que je ne vous listerai pas dans leur entièreté pour ne pas tout vous spoiler. Et je ne vous parlerai notamment pas de la fin qui, selon moi, passe à côté d'un final très fort mais qui préfère rester beaucoup trop sage. En tout cas, on regrette que 65 passe complètement à côté de sa matière incroyable et qu'Adam Driver fasse juste ce qu'il peut pour ne pas être ridicule dans son costume qui ressemble à un pyjama Star Wars. Le film ne fonctionne que sur un système d'esbrouf censé nous cacher toutes ses paresses d'écriture, mais malheureusement ça ne suffit vraiment pas. Le regret ultime, pour ma part, sur ce sujet, c'est la révélation du fait que notre héros ne vient pas du futur et débarque en réalité sur la Terre. On aurait pu le comprendre de manière progressive ou brutale, d'ailleurs à l'image, qu'il se retrouve en réalité sur la Terre du passé. Un peu comme à la fin de l'adaptation de La planète des singes par Schaffner, où en une image, on comprend tout de manière super habile et c'est déchirant. Là, non, on nous assène au bout de 10 minutes de film avec un carton, littéralement des mots qui nous expliquent à l'écran que on se trouve sur la Terre et il y a 65 millions d'années. Mais alors pourquoi avoir ménagé le suspense lors des séquences d'ouverture? Et dans ces cas-là, pourquoi la Terre? Parce que le fait qu'un humain y mette les pieds lors du film n'aura aucune incidence sur le fait que l'humanité voit aussi le jour sur cette planète des millénaires plus tard. Alors pourquoi? Bref, 65 c'est pas un navet préhistorique de la pire espèce, mais vous l'aurez compris, c'est quand même pas terrible. Et surtout parce qu'il laisse une impression très frustrante d'immense potentiel gâché et de quelques très bonnes images perdues dans un océan de douce médiocrité. Personnellement, c'était déjà aussi un petit peu mon avis sur Sans un bruit, mais je sais que là je vais pas me faire des amis, donc je vais pas insister. Bref, voilà ce que je peux vous dire de ce film, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est que vous alliez vous faire votre propre avis, histoire de pouvoir m'expliquer en commentaire pourquoi j'ai tort. Sur un autre registre, si vous ne voulez pas qu'Écran Large s'éteigne comme les dinosaures et qu'on soit encore là dans 65 millions d'années, n'hésitez pas à vous abonner à notre site, à notre chaîne, à notre podcast et à venir voir notre prochain ciné-club sur Cliffhanger le 24 mars à Paris. Ça protège des astéroïdes. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Stop.